Bonsoir à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous recevoir aussi nombreux dans nos locaux. Merci à tous. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, je sais que vous l'avez attendu, et parler de la transformation digitale en une heure, c'est un gros challenge. On compte sur vos questions, que ce soit pendant la conférence ou après. En tout cas, merci d'être là. Une attention particulière, merci beaucoup Madame Baudemoulin et Messieurs Sekaki et Monsieur Babinet pour alimenter ce débat qui nous concerne tous, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et évidemment, merci au Mardi qui organise cet événement encore cette année, dont on est partenaire maintenant depuis plus de 10 ans et qui démontre encore ce soir qu'ils sont capables de créativité et d'adaptabilité à tel point qu'ils organisent ces mardis et lundi, et je crois que c'est quand même assez rare pour souligner. Merci beaucoup. Alors Digital Transformers, le thème et votre présence ici en témoigne et est vraiment d'actualité. Encore aujourd'hui avec la culture du CES à Las Vegas, et pas uniquement. Mazars a plusieurs titres. D'une part vis-à-vis de nos clients, que ce soit des clients historiques, qu'on appelait il y a pas si longtemps Black & Mortar, qui se voient aujourd'hui confrontés à des nouveaux entrants, un peu bousculés dans leur mode, dans leur business model, dans leur rythme. Aujourd'hui, le rythme n'est plus du tout le même que celui d'il y a une dizaine d'années. Quand j'ai intégré Mazars il y a une quinzaine d'années, j'étais la première génération d'ESSEC apprentis. On avait, c'était une grande nouveauté, téléphone portable et ordinateur. Aujourd'hui, on a toujours des téléphones portables et des ordinateurs. Je suis pas sûr que dans 15 ans, ce soit encore le cas. Donc aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur le même rythme. Donc évidemment, nos clients historiques sont aujourd'hui confrontés à cette transformation. IBM pour en témoigner, mais évidemment tout le monde en a conscience. Au niveau de nos startups, nos clients startups, la problématique est la même, à savoir qu'ils construisent ou définissent aujourd'hui de nouveaux business models. Et pour nous, aujourd'hui, se pose un certain nombre de questions, notamment en termes de continuité de ces business models, mais également en termes de réglementation, car start-up, rentrer sur un nouveau marché et avoir des perspectives de croissance assez fortes, pour ne pas dire hallucinantes, ne dispense pas aujourd'hui de suivre un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément dans l'ADN des entrepreneurs. En termes de métier, évidemment, la transformation digitale, Mazars, nous touche au plus haut point. Mazars, j'ai quelque chose pour vous. En tant que cabinet d'audit et de conseil, nos process, là encore, sont les premiers touchés en termes d'outils, en termes de communication. Cette transformation digitale nous appelle à nous repenser, notre réglementation qui ne suit pas forcément, encore une fois, le rythme auquel aujourd'hui l'activité est embarquée, mais également notre métier, notre raison d'être. Est-ce que demain, avec des technologies telles que la blockchain, sera remis en cause? Et ce sont autant de sujets que ce type de conférences et de débats permet de faire avancer. Donc, sans plus attendre, je vais vous souhaiter une excellente conférence sur ce débat d'actualité, et j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2017. Nathalie Baudemoulin, Nicolas Sekaki, Gilles Babinet, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du cabinet de conseil en stratégie augmentée WILL. Antoine de Lavoisier, père de la chimie moderne, écrivait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Romain Gary, écrivain émérite, le répondait « La technologie est le trou du cul de la science ». Mais que cache alors cette transformation digitale qui cristallise espoir, fantasme et crainte? Pour commencer, c'est quoi une fintech? La banque 3.0? Le stade suprême du capitalisme? Une secte d'adorateurs fruitiers, à l'instar d'Apple, Litchi et autres pumpkins? Sans doute un peu de tout ça. Mais c'est surtout l'incarnation même du grand paradoxe de la révolution numérique. Une technologie de plus en plus accessible, mais dont la maîtrise semble parfois échapper à ses utilisateurs, tant elle est changeante et complexe. Changeante et complexe, un peu comme votre parcours, monsieur Babinet. Serial entrepreneur. Vous êtes un peu le Lucky Luke de l'entrepreneuriat, vous qui semblez créer des startups plus vite que votre monde.
Lorsque vous tirez, cependant, il arrive qu'on retrouve autant de balles au milieu de la cible que de balles perdues. En effet, quand à 22 ans, certains jeunes s'assoient sur de gros fauteuils rouges pour interviewer des personnalités, vous préférez monter votre première société, Escalade Industrie. S'en suivra la création de 8 autres entreprises dans des domaines d'activité variés, design, développement de sites web ou encore services de musique mobile. Autodidacte de formation, un baccalauréat passé en candidat libre à 20 ans, vous êtes un vrai entrepreneur dans l'âme. Malgré votre boulimie créatrice, vous semblez finalement rentrer dans le rang lorsqu'en 2011, vous êtes nommé premier président du Conseil national du numérique. Un an plus tard, Fleur Pellerin, alors ministre délégué au numérique, vous nomme Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne. Comme quoi, les ESSEC prennent souvent de bonnes décisions, même s'ils ne lisent pas tous Patrick Modiano. Digital Champion, ou plutôt défenseur du numérique, selon la traduction officielle, fonction à l'énoncé aussi chevaleresque que son contenu est mystérieux. À la manière d'EICA, communauté que vous fondez en 2006, la transformation digitale connecte les acteurs entre eux. La FinTech, ce ne sont pas que des startups, mais ce sont aussi des grands groupes comme International Business Machines, IBM pour les non-initiés. Un quart de siècle donc, chez Machine d'affaires internationale, c'est ce que l'on appelle la fidélité, monsieur Sakaki. Si votre parcours est plus classique que celui de M. Babinet, maths sup, maths P Henri IV, puis sup aéro, vous partagez avec lui une certaine capacité de resilience, de rebond, du fait même de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et que vous semblez tant chérir. Vous passez 19 ans à IBM, où vous évoluez d'ingénieur commercial jusqu'à directeur général Global Technology Services. Néanmoins, suivant votre instinct de planchiste, sport que vous pratiquez assidûment, vous sentez le vent tourner chez Big Blue et mettez les voiles vers SAP en 2010. Fils prodigue, vous n'y resterez que 2 ans avant de revenir sur votre green de cœur. Et oui, contrairement à vos ordinateurs, vous n'en avez qu'un. C'est un retour au sommet, façon Tiger Woods, puisque vous reprenez la présidence d'IBM France en juillet 2015. Se retrouver roi en pleine révolution, certes, digitale, n'est-ce pas un pari un peu risqué? En effet, inutile d'être Sherlock Holmes pour comprendre que Watson, l'intelligence artificielle part d'IBM, pourrait à terme menacer jusqu'aux managers les plus haut placés. Mais s'il y en a une que Watson n'effraie pas, c'est probablement vous, Madame Beaudemoulin. Car François Fillon a beau déclarer que l'innovation naît dans les garages et non dans les ministères, il serait tout de même fou de penser que les pouvoirs publics sont prêts à laisser la main au privé. Cela explique sans doute votre nomination à la tête du pôle FinTech Innovation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, en juin 2016. Sciences Po, option service public, puis contrôleur d'établissement de crédit à la Banque de France, spécialiste en normes IFRS à la BNP, directrice adjointe des agréments, des autorisations et de la réglementation à la CPR. Pas très disruptif tout ça. Sans vouloir être jargonneux, je me trompe si je dis que vous êtes normophile? Finalement, vous êtes un peu le digital watchdog du petit monde du numérique français. La chef d'orchestre quelque peu techno, ferme, mais bienveillante de cet ensemble parfois dissonant qui refuse de rentrer dans les cordes. Superviser, réguler, sans tuer l'esprit innovation, voici votre dilemme quotidien. C'est toute la difficulté de vouloir mettre de l'ordre dans une révolution après. Saurez-vous éviter que la destruction créatrice finisse en création destructrice? Nous vous remercions et vous souhaitons à tous un excellent débat. Avant toute chose, souhaitez-vous utiliser votre droit de réponse face à la présentation? Donc nous allons commencer ce débat sur le thème de la transformation numérique. Ce thème étant très vaste, on a décidé d'aborder le sujet sous 3 angles. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux contours de la transformation numérique, puis nous regarderons quels sont les risques liés à cette transformation et quelles actions les pouvoirs publics ont en place. Et enfin, on aura une troisième partie un peu plus prospective. Donc commençons par définir les contours de la transformation digitale. On a voulu commencer le débat par un point plutôt sémantique. C'est pas forcément la question la plus simple à définir, mais si on fait un tour d'article de presse un petit peu généraliste, on se perd entre digital, numérique. Pour peu qu'on passe aux activités en ligne. Est-ce que le journaliste veut faire des figures de style en passant par de la transformation à la révolution numérique? Est-ce que, comme certains le disent, le digital c'est une sorte d'anglicisme qui regroupe exactement la même chose que le numérique? Pour vous, déjà, qu'est-ce que le digital?
Alors, moi je me suis, je ne sais pas si ça marche, il faut l'allumer. C'est la technologie. Ça commence par un challenge technologique. Alors, je viens de sortir un livre qui s'appelle Transformation digitale, l'ère des plateformes. Je le dis parce que le fait que ce titre soit Transformation digitale m'a valu de nombreuses critiques, parfois assez brutales, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai à dessein choisi. C'est un micro numérique. Il n'est pas digital. Ah, voilà. Je crois qu'effectivement. C'est une blague. Allô ? Je vais éteindre celui-là. J'ai choisi de. Je trouve ça tout à fait malhonnête comme procédé. Est-ce qu'il y a des trotskistes dans la salle? Voilà, c'est entendu. Merci. J'ai choisi d'utiliser le terme digital parce que la notion digitale amène une notion d'humain. Et je crois que pour moi, c'était très important de sortir de cette notion de signaux discrets, 0 ou 1, et de rappeler que dans la transformation digitale, le principal constat qu'on fait, c'est qu'on est face certes à une révolution technologique, mais avant tout à une révolution extrêmement profondément ancrée dans des enjeux que moi je qualifierais d'anthropologiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Quant aux critiques à l'égard du fait que digital c'est un anglicisme, je pense que c'est faux parce que la racine de digital c'est une racine latine. Je pense qu'on peut tout à fait assumer de parler de transformation digitale. Je vais continuer à le faire sans vergogne en ce qui me concerne. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de le dire, c'est un débat. Est-ce que vous avez des micros déjà? On va se le passer parce que sinon ils interfèrent. Oui, c'est vrai que nous aussi, à la Banque de France et à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on parle plutôt de révolution digitale. Pas forcément, on réfléchit pendant 2 heures à cette terminologie. C'est la terminologie qu'on a adoptée dans la revue de stabilité financière qu'on a publiée. On ne fait pas des livres, on fait des revues voilà, en avril l'an dernier. Et donc en fait, ce qu'on voit dans cette révolution, c'est à la fois une révolution dans les technologies sous-jacentes, d'une part, avec en effet le positionnement de l'humain qui vient poser question, et d'autre part une révolution dans les usages, avec le client qui est replacé au centre en fait du dispositif de consommation dans le domaine financier. Et donc les usages, la manière de proposer le produit qui lui-même ne va pas forcément être complètement innovant, va être différent, va s'effectuer de manière plus digitale, par mobile, etc. Donc à la fois une révolution technologique dans les infrastructures sous-jacentes, et puis dans les modalités de proposition faites aux clients qui sont plus digitales. Je pense que c'est un peu différent au-delà de l'anglais, parce que le numérique, finalement, c'est ce qui a été le fondement de l'informatique, du binaire, et on fait depuis de nombreuses années. Ce que le digital amène en sous-jacent, c'est que pour moi, c'est une transformation effectivement faite par des hommes et des femmes. Et le business model change aussi et percole tous les business models des entreprises établies qui sont plutôt centrés sur des produits. Je fabrique un produit et je le vends, plutôt que sur la relation et l'expérience d'un client. Le digital permet d'accentuer cette expérience client. Parce que le client, on l'avait déjà, ça s'appelait le CRM, on travaillait autour de c'est qui les clients, qu'est-ce qu'ils font, mais tout était axé sur les produits. Donc on rentre dans cette expérience client avec le digital, mais le digital aussi ramène une deuxième donnée qui n'était pas très présente chez les entreprises, c'est justement les données. On avait tous des données, mais qui étaient là pour alimenter les processus de fabrication, de connaissances, etc. Et aujourd'hui, on voit aussi l'émergence de la donnée en tant que telle, qui a une valeur, qui fait que des nouveaux entrants, je sais pas, des Airbnb, des Uber, n'ont pas forcément de produits, mais ont une expérience client et les données. Cette transformation digitale, pour moi, elle est sur l'impact. Il peut y avoir d'autres business models, il peut y avoir d'autres façons de le faire, mais elle remet l'expérience client et la donnée au cœur des 20 ou 30 prochaines années. La prochaine question est pour vous, Monsieur Babinet. On vous qualifie souvent de serial entrepreneur. Donc nous, ça nous a fait penser au terme serial killer. On est allé voir la définition. Donc ce serait un individu commettant au moins 3 meurtres ou création d'entreprise dans votre cas, en quelques jours ou quelques années, qui prend du plaisir et qui est animé par, je cite, une pulsion spécifique.
êtes désormais digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Donc pouvez-vous nous dire ce qui vous a animé à la fois dans la création d'entreprise et aujourd'hui dans votre engagement numérique? Et quel est exactement votre rôle auprès de la Commission? Est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisation? Alors, première chose qui est souvent, que je crois importante de rappeler, c'est que moi je suis devenu entrepreneur par accident. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que quand j'ai passé mon bac, il a fallu que je travaille et je suis rentré comme manœuvre dans le bâtiment. C'est pas une belle histoire, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé notamment sur le CNIT juste à côté pendant assez longtemps. J'étais alpiniste électricien sur le CNIT. Et mon patron ne cessait de dire j'ai beaucoup trop de boulot, je ne sais pas où donner de la tête. Je me suis dit, plutôt que de travailler pour lui, je vais travailler pour moi. J'ai monté ma première société de cette façon. Donc ça n'était pas un dessin réfléchi. Et puis ça s'est très bien passé, la société s'est bien développée. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait une sorte de bulle dans l'immobilier à l'époque qui faisait que n'importe qui se pointait sur ce marché réussissait quoi qu'il arrive. Et je me suis dit, c'est bon, je suis un très grand entrepreneur, je sais monter des sociétés, donc je vais en monter une autre dans un autre domaine. Et là, ça a été très difficile. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, malgré tout, j'ai quand même réussi à la faire marcher. Je l'ai vendue et je commençais à faire d'autres sociétés. Mais je crois que si on m'avait dit au début que j'allais monter 8 ou 9 sociétés, je ne l'aurais jamais cru. Et le fait est que il y a eu un enchaînement d'opportunités qui ont fait que j'en ai vendu une, j'en ai créé une autre après, etc. Parfois j'en ai créé plusieurs en simultané, parfois certaines n'ont pas marché, d'autres ont marché, et voilà, et on se retrouve, parce que le temps passe, ça fait maintenant plus de 25 ans, à avoir un certain nombre de sociétés qui ont été créées, mais je ne crois pas du tout qu'il y avait une volonté de faire du score et de créer beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est même pas très productif, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être mieux fallu que je me concentre sur une, deux entreprises et je les développe plus que ce que je n'ai fait. Mais le fait est que c'est aussi un peu l'esprit du temps qui nous ça, c'est-à-dire que les startups c'est quand même des cycles assez courts. Et puis quand on est arrivé à maturité et qu'on pense qu'on est au top du momentum, eh bien on les vend. Je finirai en disant qu'aujourd'hui je ne fais plus beaucoup d'entreprises. Je m'intéresse plus à des enjeux d'impact, notamment en Afrique, et c'est certes de l'entrepreneuriat, mais plus de l'entrepreneuriat social. Et j'ai un peu changé de centre d'intérêt. Je m'intéresse plus à des enjeux qui sont liés à des enjeux de politique publique, et voilà, ça m'a un petit peu passé. Même si je pourrais peut-être créer d'autres entreprises plus tard, là je suis plus sur ces enjeux. Pour préciser un peu votre rôle auprès de la Commission européenne, on sait qu'aujourd'hui, en l'absence de marché numérique européen, l'Europe est prise en sandwich entre les GAFA américains d'un côté qui sont déjà bien implantés et leur équivalent chinois qui commence à arriver sur le marché. Comment est-ce que vous vous organisez avec les autres digital champions? Est-ce qu'il y a un consensus sur certains domaines? Alors, ça c'est une vaste question, mais oui, ce qu'il faut comprendre, et je crois que c'est important, c'est qu'il n'y a pas de lecture politique du moment. C'est-à-dire que aussi bien en France qu'au niveau européen, on ne se dit pas, voilà, c'est extraordinaire, on est face à un moment tout à fait historique où il y a une accélération de l'histoire des techniques et le fait que tout le monde soit connecté à la connaissance change les paradigmes que l'on a connus, y compris d'ailleurs dans l'ère moderne, depuis la révolution industrielle, de façon définitive et importante. Et si on avait une capacité de comprendre ces enjeux-là, j'entends de le comprendre de façon politique, on pourrait sortir de l'ensemble des problèmes qui sont les nôtres dans un espace très court, dans un espace de temps, moi je pense peut-être de 5 à 7 ans. C'est extrêmement court à l'échelle du temps politique. Sauf que, eh bien, aussi bien en ce qui concerne nos leaders politiques à nous, en France, qu'à l'échelle européenne, eh bien, il y a une difficulté d'appréhender ces sujets. Parce qu'ils ne sont pas nés avec, parce qu'ils ont un comportement très professionnel à l'égard du politique, ils ont des diplômes toujours. Et donc évidemment, ces enjeux qui sont très largement portés par des dynamiques de disruption, de rupture, où le penser différent est vraiment la règle, ils ont une très grande difficulté à l'aborder. Moi j'ai eu du mal à comprendre ça, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé au Conseil national du numérique, et j'ai été confronté à les esprits les plus brillants de ce pays, je me suis dit, je ne vais pas réussir à
faire valoir mes points, et puis ils sont forcément beaucoup plus à l'aise que moi à l'égard de tous ces sujets. Et voilà, et je me suis rendu compte de façon assez... J'étais très très surpris de ça, qu'ils ne comprenaient pas ces sujets. Des choses qui me semblaient évidentes ne l'étaient pas pour eux, et qu'au-delà de ça, ils mettaient en danger notre pays du fait d'être pas capable de projeter une vision politique ancrée dans la modernité. C'est la même chose à l'égard de l'Europe. Donc très clairement, je pense que la vision, l'intuition qu'a eu Neelie Kroes quand elle a créé ce programme de Digital Champion, c'était d'essayer d'infuser au sein des institutions européennes une sorte d'esprit qui vient de la société civile, moderne, qui permettrait de créer une dynamique plus claire à l'égard de ces enjeux. Et je pense que, alors évidemment je suis un peu jugé parti, mais malgré tout c'était une excellente idée, parce que on s'est tous retrouvés les uns et les autres face à nos gouvernements, face à d'autres gouvernements, à essayer de leur faire comprendre cette notion-là. Et clairement, aujourd'hui il y a une prise de conscience de ces enjeux-là. Juncker, il ne peut pas faire un seul discours sans parler du numérique. C'était très loin d'être le cas il y a 5 ans, et j'ai la prétention de penser qu'on a participé à cette prise de conscience. On s'est amusé à rentrer l'occurrence IBM dans les Google Trends, puisque c'est inconnu quand on ne sait pas en demande à Google. Et on s'est amusé donc à rentrer cette occurrence dans les Google Trends pour regarder quelles mots ressortaient selon les époques. Alors 1990, et c'est de ne pas rendre hommage au savoir-faire de nos ingénieurs, ce sont des réglages d'imprimantes qui ressortent. 2000, c'est Linux. 2005, c'est le ThinkPad T42, sur lequel on reviendra sans doute, et dont l'apparence, à peine 10 ans après sa sortie, nous sommes déjà préhistoriques. 2010, c'est la multitude de rachats, au cours de l'époque par IBM, qui nous promettait des téléphones à hologramme dans 5 ans, on nous dirait ce qu'il en est. 2015, IBM prévoit d'investir 3 milliards de dollars dans cette vision Internet des objets, et tout en annonçant 110 000 suppressions d'emplois. Et 2007, c'est désormais Watson, l'intelligence artificielle, notre proche à nous, dépassant les capacités tristement humaines du héros de Gare Nico, qui fait rêver les chroniqueurs. Donc la question qu'on voulait aussi savoir, après avoir vu un petit peu Monsieur Dabonet, c'est où en est IBM. Aussi, on peut être surpris, expliquez-nous quelles sont ses principales activités et d'où vous tirez votre chiffre d'affaires, et aussi où est-ce que du coup vous revenez dans 5 ans. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, que je découvre, Google Trend donne des trends, ça veut pas dire que c'est une vérité. Par exemple, comme vous avez dit, on investit 3 milliards dans l'Internet des objets, c'est vrai. D'ailleurs, on vient juste d'inaugurer le centre d'Internet des objets mondial qui va être à Munich. Quand on dit ce qu'on va supprimer à l'époque, on avait supprimé 110 000 personnes, c'est absolument faux. C'est un analyste, pro-IBM d'ailleurs, qui avait écrit et diffusé, et ça avait d'ailleurs pris l'époque, on allait licencier 110 000 personnes. Juste pour vous redonner les chiffres, une entreprise centenaire comme la nôtre, on est extrêmement agile aussi. On est 370 000 personnes depuis 3 ans. Par contre, 20% de la population, par exemple, entre 2014 et 2015, les chiffres encore 2016, ont quitté IBM, ils sont arrivés chez IBM. Donc, effectif constant, mais par contre, 20% des gens sont partis, 20% sont arrivés. Et ça montre aussi, donc ça fait quand même un certain nombre de gens. Ça montre les investissements, ça montre aussi les désinvestissements que nous sommes capables de faire. Après, quand on parle d'IBM, effectivement, on connaît la marque, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Plus complexe. D'abord parce qu'on n'est pas dans le grand public, donc on n'est pas dans le téléphone holographique, même si ça devait être des prévisions technologiques, pas forcément celles qu'on ferait. Il y a 15 ans, notre chiffre d'affaires était principalement à 65% sur le matériel. Les PC jusqu'au grand système, etc. Donc, imaginez 65% sur le matériel, ça veut dire que le reste est fait sur les logiciels et la maintenance liée à ce matériel à 90%. 15 ans plus tard, notre chiffre d'affaires est 60% dans les services, 30% dans le logiciel, 10% dans le hardware. Et quand je vous dis ça, c'est absolument pas notre activité, en fait, parce que tout ça, ce sont finalement un ersatz du passé. On fait du logiciel, on fait du matériel biologique. Mais quand vous faites de l'intelligence artificielle, quand vous faites du cloud, vous êtes transverse à toutes ces organisations. Donc la façon dont on commence à diffuser notre chiffre d'affaires est aussi selon ces initiatives, qui sont des initiatives qui ne sont plus par ligne de produit. Donc on est exactement là-dedans. Donc où est-ce qu'on sera dans 5 ans, dans 10 ans? Nos prévisions, c'est 50% de notre chiffre d'affaires viendra en partie de l'intelligence artificielle, donc avec Watson et le cloud, qui seront les 2 moteurs de croissance. Ça veut dire que le reste n'est pas en croissance, mais voilà. Dans la transformation, c'est là où on va.
Watson, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc d'abord c'est un disciple qui a fait Watson, qui a fait Sherlock Holmes, c'est Arthur Conan Doyle. Et il disait quelque chose d'intéressant sur Watson. Donc c'est Sherlock Holmes et il disait bien sûr cher Watson. Il disait une chose de Watson, donc c'est notre moteur d'intelligence artificielle. Il disait Watson n'est pas une lumière, mais c'est un conducteur de lumière. Watson est bien sûr, Watson, je suis transposé. Watson n'est pas aussi un génie, mais il suscite en nous le génie. Et donc Watson en fait vient pas de Sherlock Holmes, chez IBM, c'est le fondateur d'IBM qui s'appelle Watson, et Watson Junior. C'est pour ça qu'on a appelé Watson. On reviendra plus précisément sur Watson un peu plus tard. Pour l'instant, Madame Le Moulin, vous avez longtemps été chargé de contrôler les banques. Aujourd'hui, vous vous occupez des fintech. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'est une fintech? Et pour vous, est-ce que l'idée que le fintech remplace un jour les banques est totalement saugrenue ou est-ce que c'est possible? Alors, les fintech, pour nous, vu du côté de la Banque de France et de la CPR, c'est tout d'abord des acteurs qui exercent une activité financière, donc une activité qui est régulée. Donc il y a un certain nombre de domaines. Le premier domaine de prédilection des fintechs, c'est les activités de services de paiement. Parce que vous avez eu en Europe une directive qui a dérégulé en 2007 les activités de services de paiement, qui étaient auparavant un monopole des établissements de crédit. Donc la réglementation a ouvert finalement la porte à une forme d'innovation et à l'avènement de certaines entreprises qui ont pu se voir dotées d'un statut proportionné à leur activité qui est que du paiement et pas, elles ne font pas de crédit, elles ne reçoivent pas de fonds remboursables du public. Donc on a vraiment tout le secteur du paiement qui est vraiment le secteur le plus actif en France et en Europe en matière de fintech qui font des activités financières. Ensuite, vous avez tout ce qui est les plateformes de crowdfunding qui ont été régulées en France par une ordonnance de 2014. On a été le premier pays en Europe à mettre un cadre sur ces activités de crowdfunding. Donc c'est des plateformes qui proposent aux particuliers, de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de fonds maintenant et d'investisseurs institutionnels qui investissent sur ces plateformes, d'investir dans des projets pour finalement accroître et venir concurrencer très légèrement, parce que les volumes sont très faibles, les activités de crédit des établissements de crédit. Donc ce sont les personnes qui souscrivent à des projets sur une plateforme, et c'est ces plateformes qui sont régulées. Mais le risque est porté par la foule, par les personnes qui financent. Donc ces plateformes, on dit qu'elles font juste de l'intermédiation pure, mais elles ne vont pas porter un risque de crédit. Donc le statut qui est le leur est un statut qui vise de manière proportionnée à réguler, à donner des informations sur les projets, leur sinistralité, etc. Mais le client doit bien comprendre qu'il porte entièrement le risque. Ensuite, l'autre domaine des fintech, ça va être le domaine du robo-advisor. Donc ce sont les conseils financiers automatisés, il y a 10 à 15 acteurs en France, qui se proposent avec des algorithmes plus ou moins intelligents. Pour l'instant, on a vu des choses plutôt basiques, on n'a pas encore vu des choses extrêmement évoluées, mais de délivrer un conseil financier à tout un chacun, finalement mettant à la portée des personnes qui ne sont pas en capacité d'accéder de par leur patrimoine finalement à une banque privée, un conseil financier qui sera un petit peu personnalisé et délivré par une voie un peu plus automatique. Enfin, on a un dernier domaine dont on parle beaucoup moins, c'est l'Insurtech, qui se développe très progressivement, mais qui est porteur quand même d'innovation majeure. Dans l'Insurtech, il y a des sociétés d'assurance qui vont être maintenant 100% digitales. Il peut y avoir des programmes d'assurance collaborative, et on a tout ce qui est l'Internet des objets dans l'assurance santé qui peut prendre une certaine ampleur. Donc tout ça, c'est des sujets vraiment de fintech qu'on suit, nous, avec des vrais acteurs derrière. Ce sont des personnes régulées, auxquelles on octroie un agrément, sur lesquelles on va venir travailler sur le business plan, le business model, et qui vont délivrer une activité financière. Et après, on a tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, les innovations transsectorielles, qui sont hyper fondamentales et qui viennent vraiment modifier significativement la figure des établissements de crédit et des entreprises d'assurance qu'on régule, avec des sujets comme le cloud computing. Donc un établissement de crédit qui met ses données, les données de ses clients dans le cloud, c'est un sujet d'économie pour lui, mais en même temps c'est des sujets de questionnement réglementaire. Quel type de données? Quid des données sensibles? Où est ce cloud? Comment sont protégées ces données? Ce cloud est public
Donc finalement, il y a d'autres acteurs qui vont mettre les données dans ce cloud. Donc ça nous pose un certain nombre de questions. Et puis il y a tous les sujets qui sont évoqués, d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, qui vont venir aussi modifier de manière significative les process des établissements qu'on suit. Donc c'est vraiment ça notre cœur d'activité aujourd'hui. Et on interagit au quotidien avec les porteurs de projets et les grands établissements sur ces sujets. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Non, on attendra aussi, j'imagine. Dans votre dernier livre, j'ai Babinet, dont vous avez déjà un petit peu parlé, il y a une autre expression qui nous a marqué, c'est le fait que vous annoncez que la transformation digitale fait commencer, sera brutale, et que les entreprises deviendront des plateformes d'intelligence collective. Ce qui, pour un jeune qui arrive en entreprise aujourd'hui, donne envie. Par exemple, on a toujours l'impression que le savoir continue à fonctionner de manière un petit peu cloisonnée. Quelles sont les caractéristiques de ces plateformes? Est-ce que vous la voyez arriver quand même rapidement, et si oui, comment? Alors, l'histoire, il y a 3 ans de ça, les Échos m'a demandé de faire un baromètre de la digitalisation du CAC 40. Donc j'ai fait un grand questionnaire, et puis j'ai posé plein de questions aux entreprises, etc. Et évidemment, lorsque les entreprises étaient mal classées, elles n'étaient pas contentes, elles me le faisaient savoir. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à mieux documenter ce qu'est la transformation digitale. Donc, au fil de mes voyages, je rencontrais des grandes entreprises, des grandes startups, etc., des GAFA, et j'essayais de comprendre finalement qu'est-ce qu'ils disaient, que c'était des entreprises qui étaient différentes. Et j'étais extrêmement surpris de constater que c'est des entreprises qui ont des niveaux de productivité qui sont incomparables à celles qui préexistent. Et je crois que ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que finalement, la technologie provoquait des inductions dans la culture des entreprises qui étaient absolument fondamentales. C'est des entreprises qui deviennent plates. Si vous prenez Facebook, vous avez 3 niveaux de management. 3 niveaux de management sur une entreprise de 14 000 personnes, c'est quand même pas beaucoup. Et d'une façon très très claire, vous voyez que vous êtes capable de substituer des analytics, des API, des workflows à des processus de management de façon extrêmement importante. Et la conséquence absolue, c'est que vous libérez du capital humain. C'est-à-dire que vous faites en sorte que les gens soient plus mobilisés, leurs compétences soient mieux utilisées. Il y a tout un tas d'anecdotes très étonnantes de ce qui se passe au sein de ces sociétés et qui aboutissent à ce résultat. Et lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai effectivement affirmé qu'on regardera les sociétés d'aujourd'hui, toutes les sociétés d'aujourd'hui, d'ici peu, je pense d'ici peut-être 10, 15, 20 ans, à peu près comme vous regardez les forges du 19e siècle. Et pas autrement. On se dira, tu te souviens, une époque, on avait plein de chefs, etc. On devait faire des rapports tout le temps, du reporting sans cesse, etc. Des choses qui sont inexistantes dans ces sociétés. Je vous donne une anecdote qui est très symptomatique de ce qui s'y passe. Moi, j'ai un très bon copain qui est vraiment un expert de classe mondiale dans le domaine de la sécurité. Il s'est fait recruter chez Facebook. Et donc, il a passé des entretiens très compliqués pour réussir à rentrer là-bas. Et il a eu un mentor qui l'a suivi pendant tous ces entretiens, qui est la personne qui l'avait identifié au départ. Et lorsqu'il a été pris, ce mentor lui a dit, écoute, bienvenue chez Facebook, maintenant, tu te balades dans l'entreprise et tu trouves l'endroit où tu veux travailler. Tu prends tout le temps qu'il faut pour ça, parce que tu ne peux pas te tromper pour faire ça. Et ce copain, donc, qui avait une expertise principalement dans le domaine de la sécurité, fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il a complètement changé d'expertise parce que ça l'intéressait. Et ce qu'il me dit, ce garçon qui m'a mentoré à l'époque de ces entretiens, c'est mon supérieur hiérarchique et je ne l'ai jamais plus rencontré pour des enjeux de hiérarchie. Je ne l'ai plus jamais rencontré pour des enjeux de hiérarchie. Et Sheryl Sandberg, qui est en parler la semaine prochaine, elle dit on intervient dans l'entreprise que quand les problèmes sont insurmontables et qui ne peuvent plus être traités au niveau local, sinon on intervient un peu plus. Mark Zuckerberg, il passe 4/5 de son temps au sein de Facebook à travailler sur des projets. Et seulement 1/5 de son temps à travailler sur la stratégie de l'entreprise. Je crois que ça dénote bien du fait qu'on a une rupture extrêmement forte, extrêmement brutale et qui ne sera optionnelle pour personne. Et même si on a tous envie, peut-être que ça marche, d'autant plus que c'est un capital humain extrêmement fort dans une entreprise, et 14 000 personnes relativement qualifiées, qui ont envie, qui sont ambitieuses et qui ont envie de bien faire. Est-ce que c'est réplicable
le reste de l'industrie ou de la société? Alors, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous rencontrez des gens qui ont fait, comme l'autre jour, j'étais avec des normaliens de chez Google, et ils disent bah, nous, on a vu l'intelligence artificielle arriver, on s'est formé, on a appris, etc. C'était naturel, et vous n'avez plus du tout cette nécessité d'extraire les gens du processus productif pour les former, parce qu'ils se forment sur le tas de façon continue. Donc, on se dit, lorsque vous commencez à descendre dans la qualité entre guillemets du capital humain, est-ce que vous arrivez à ce type de phénomène? J'ai plutôt tendance à penser qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sociétés dans le monde, en Chine, Alger par exemple, qui réussissent à faire ça. Des entreprises de 100, 200 000 personnes qui ont réussi à introduire des processus de management qui sont extrêmement différents et qui réussissent à raccourcir les cycles d'innovation de façon extrêmement importante. Le monde qui vient, c'est un monde où là où vos parents ont connu une ou deux ruptures fondamentales dans les processus métiers, on va en connaître 15-20. Parce que l'innovation est globalisée. Quelqu'un qui fait une innovation en Chine peut venir perturber vos marchés en France demain matin. Et donc cette globalisation de l'innovation, elle raccourcit les cycles d'innovation et elle fait qu'on doit se former de façon permanente. C'est très intéressant. Si on prend la durée des codes informatiques, les codes informatiques qui duraient 40 ans il y a 40 ans, maintenant ils ont une durée de vie qui est plutôt de 7 à 8 ans. Voilà, c'est un très bon emblème du monde dans lequel on est. Donc les sociétés qui vont réussir demain, ce sont évidemment des modèles de management différents, mais c'est des sociétés qui maximiseront leurs investissements dans la pérennité du capital humain et donc dans les outils de formation, d'attraction, de détection en interne des talents qui permettront de maintenir ça. Monsieur Sekali, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et est-ce que pour vous, l'économie collaborative est déjà au cœur des processus d'IBM? Je suis fondamentalement d'accord. D'ailleurs, c'est un enjeu pour les étudiants, c'est un enjeu pour les entreprises, parce que on est des corps vivants, par définition. Je pense que quand on regarde une entreprise, en tout cas le regard qu'on peut avoir sur une entreprise hiérarchique, c'est il y a un chef, il y a une ligne de commandement et on fait du reporting qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'on est dans une étape créative. Je pense que les managers d'aujourd'hui doivent être des makers, des gens qui font. Parce que dans un monde qui bouge à une vitesse extraordinaire, c'est vrai que le temps des nouvelles technologies, enfin blockchain, vous en parliez tout à l'heure, il y a 18 mois, personne ne parlait de blockchain, enfin on pouvait parler de Bitcoin, mais on ne savait pas derrière qu'il y avait une technologie qui pouvait disrupter la finance. 18 mois, personne n'en parlait, maintenant tout le monde en parle. C'est 18 mois, quoi. Est-ce que ça va révolutionner tout un pan de l'activité? Donc, ces mutations qui sont extrêmement rapides demandent une adaptation de l'entreprise de manière extrêmement rapide. Et ça, c'est un enjeu pour nous tous. C'est-à-dire c'est une opportunité et c'est un danger. Donc, ce qui fait que les managers, s'ils ne connaissent pas ce qui se passe, s'ils ne connaissent pas le marché, s'ils n'ont pas les capteurs, pour voir les concurrents, pour voir quelle est la demande, quelles sont les capacités, vous arrivez effectivement à quelque chose qui est... Il faut remettre le manager au sein de l'entreprise. Et puis, le deuxième point extrêmement positif, c'est que les sachants, au bout d'un moment, dans l'éducation habituelle, vous étiez étudiant, vous aviez votre diplôme, vous avez un super diplôme, GDSEC, puis vous étiez prêt à naviguer pendant 30 ou 40 ans dans une entreprise, grâce à votre diplôme et à votre expérience. Tout ça n'est plus vrai, parce qu'il faut savoir apprendre à apprendre en permanence. Et vous pouvez être sachant en arrivant dans l'entreprise. Quand vous êtes digital natif, vous êtes un sachant. Vous arrivez avec vos convictions que tout va être balayé du jour au lendemain. Ne vous inquiétez pas, la réponse est non. Bien évidemment, non. Vous continuez à fabriquer des produits, à livrer, et pour certaines entreprises, à faire du profit. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne font pas de profit, qui sont subventionnées par des fonds, qui ne font pas de profit. C'est un autre modèle. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein. Dans les entreprises, on est là pour faire du profit. Si on ne fait pas de profit, on ferme. Donc il faut être capable aussi d'intégrer ces sachants dans un milieu de gens qui me disent mais t'as 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, t'es pas un sachant. Donc c'est cette combinaison qu'il faut être capable de favoriser. Et effectivement, il y a tout un travail sur le leadership, de permettre à des gens de créer un écosystème qui nous permet de créer quelque chose. Un exemple typique, si je prenais IBM, il y a eu plusieurs vagues sur quand on a racheté Lotus, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un gros concurrent de Microsoft à l'époque, le tableur 1, 2, 3, etc., qui était une révolution. On a introduit la messagerie instantanée chez IBM. C'était il y a très longtemps, c'était 95, 96.
Cette messagerie instantanée est extraordinaire chez nous, parce que d'abord c'était le premier outil qu'on a introduit sans l'imposer. Et d'ailleurs son taux d'adoption a été de quelques mois. En quelques mois, 90% de la population chez IBM l'avait utilisé. Et il vous permettait de court-circuiter la chaîne hiérarchique. Puisque n'importe qui pouvait écrire à n'importe qui. Ça marchait dans les deux sens au passage. Et donc ça a été extrêmement fort. Watson, qui est l'intelligence artificielle, est né justement de cette révolution que vous appelez collaborative. C'est-à-dire que d'habitude, Watson, c'était un projet de recherche et développement. Or, la recherche et développement, c'est des divisions de produits qui investissent, qui mettent de l'argent pour investir sur des produits. La recherche développe, recherche appliquée, derrière on a des produits, on les vend, on a un profit, et si la recherche a bien fait son travail, on a un pan de marché. C'est comme ça qu'on a inventé des produits, les mainframes, etc. Sur Watson, on a fait la chose complètement de manière différente. C'est-à-dire que Watson, au début, c'était, vous vous rappelez, Big Blue, quand on avait gagné face à Kasparov sur les échecs, donc vous n'étiez pas encore né, mais c'est la première fois que la machine gagnait au jeu d'échecs. Récemment, Google a gagné sur le jeu de Go. Même s'il y avait de l'apprentissage, c'était quand même de la combinatoire. On a lancé le projet Watson en R&D sur le jeu Jeopardy, qui est un peu une question pour un champion. Vous deviez comprendre en peu de temps une question et donner une seule réponse, qui est complètement différente d'une recherche par mots-clés. Au début, c'était la recherche et développement. Puis on s'est dit, mais la recherche et développement, c'est super, bien sûr, en ligne. Mais où est le marché? Et donc, en fait, on a pris l'entité de recherche et développement, elle nous a dit, tu vas définir et tu vas chercher ton marché. Et donc, on a créé une start-up qui était indépendante de toutes les règles. Et la recherche et développement, la première chose qu'elle a fait, c'est passer des contrats avec des clients pour être ensemble inventer des nouveaux business models. Qu'est-ce que ça a produit? Très simplement, IBM n'était absolument pas dans le secteur de la santé il y a quelques années. Enfin, on vendait du matériel et des logiciels. Aujourd'hui, l'année dernière, on a acheté pour 8 milliards de dollars d'entreprises qui ont des données de santé, son nom, on a des accords avec Johnson & Johnson, etc. On a créé une division Watson Santé. On a 200 millions de patients dans le monde qui sont traités par des docteurs qui sont assistés de Watson. Voilà comment, en intégrant ces méthodologies-là dans l'entreprise, on est capable de créer un marché sur lequel on n'était absolument pas. Alors, est-ce que ça a toute entreprise? Non, mais c'est cette dynamique qu'il faut être capable d'insuffler dans l'entreprise. On arrive à la fin de notre première partie, donc on va faire une pause avec un petit jeu. C'est assez simple, vous êtes habituellement des personnes à qui les entrepreneurs viennent pitcher un projet. Donc aujourd'hui, on va inverser les rôles. Vous avez 1 minute pour nous pitcher le projet d'une start-up qui vous a interpellé, en laquelle vous croyez ou que vous avez juste croisé. Ce qui est bien, c'est qu'on a été prévenus, donc... Justement, la spontanéité qui est intéressante. Moi, je vais pitcher un projet qui me paraît assez utile dans le domaine du paiement, puisque c'est un peu ma spécialité. Je pense que ce qui serait vraiment très utile, et donc le pitch de mon projet, c'est de mettre en place en fait un dispositif de paiement par mobile et qui contienne en même temps d'autres fonctionnalités qui sont la gestion de tout ce qui est programme et carte de fidélité. Parce qu'en tant que serial dépensière, parfois, j'en ai quand même assez d'avoir des cartes de fidélité dans mon portefeuille qui débordent partout et c'est absolument anachronique de se retrouver avec toutes ces cartes. Je sais pas si c'est aberrant aujourd'hui d'avoir toutes ces cartes de fidélité en portefeuille. Et j'intégrerai dans le projet un dispositif de gestion des finances personnelles, un peu à la manière de Banking ou Nixo, donc qui sont des agrégateurs d'informations sur les comptes, qui vous permettent en fait d'avoir une vision en temps réel de l'ensemble de vos comptes bancaires dans vos différents établissements de crédit, ou même d'un seul compte bancaire, et effectue pour vous une gestion finalement de vos finances personnelles, voire, comme on vient de voir récemment chez un agrégateur, la possibilité de vous proposer des placements financiers en assurance vie ou en placement financier pur. Donc voilà, moi j'intégrerai dans une solution mobile à la fois le paiement, l'information sur mes comptes, la gestion de mes finances personnelles et les cartes de fidélité. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est une entreprise américaine, une start-up qui s'appelle Roth, que vous connaissez peut-être, vous ne connaissez pas, mais qui va être, je pense, extrêmement connue, puisqu'il y a eu des venture capitalistes qui ont fait Uber. C'est des étudiants de l'université à Watson et qui ont décidé de couvrir un domaine qui avait une valeur ajoutée à leur jeu, qui était extrêmement limité, qui était d'aider les avocats d'affaires à comprendre, en fonction de l'affaire qui est arrivée, les jurisprudences dans la loi américaine.
Et c'est les deux fondateurs qui ont appris donc en 10 mois et demi à Watson la législation américaine et les jurisprudences. Et ils vous montrent comment en fait les grands cabinets d'avocats prennent des avocats juniors pour faire des recherches documentaires. Ils nous ont montré l'application d'ailleurs en temps réel sur comment on le fait, par mots-clés, et vous avez une liste de docs comme ça. Vous avez plein de boulots pour les jeunes stagiaires super intéressants. Et ils montraient ce qu'ils étaient capables de faire à Watson, c'est-à-dire de poser une question en langage naturel et d'avoir une réponse en langage naturel étayée par les documents qui sous-tendaient cette conclusion. Donc ce que vous faisiez avec des stagiaires ou des jeunes avocats était fait par la machine avec ce référence. Et ils ont signé avec les 3 plus grands cabinets d'avocats aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux jeunes avocats de faire leur métier et pas de faire de la recherche documentaire. Donc on remet toute la chaîne de valeur. Et c'est absolument phénoménal ce qu'ils ont fait. 2 étudiants qui connaissaient rien en informatique, qui connaissaient rien au métier d'avocat. Maintenant, ils emploient une armée d'avocats. La deuxième, c'est Xbox, parce qu'on parle toujours de start-up, on parle toujours des petites. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Internet des objets, la communication. C'est une entreprise qui a été créée en 2009, qui est à Toulouse d'ailleurs, en tout cas à Liège, et qui a fait, je crois, 5 levées de fonds, qui permet d'avoir en fait du machine-to-machine, des appareils qui communiquent entre eux. Et le gros problème de la communication, c'est la distance et l'énergie que vous avez. Donc ils ont un protocole qui est extrêmement bon. Ils viennent d'ouvrir aux États-Unis, et je crois qu'ils ont des fortes ambitions, et ils sont aujourd'hui, je crois, bénéficiaires, même s'ils ont des choses à faire. Ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'ils se sont rendus compte, et ils nous aident. On a un projet chez IBM France qui s'appelle Scale Zone. On s'est rendu compte que les start-up, beaucoup d'entreprises travaillent avec les start-up, mais c'était au stade expérimental. Nous, on a un industriel, on s'est dit, mais on ne pourrait pas aider les startups, non pas financièrement, mais aider les startups à industrialiser leurs produits. Industrialiser, pour moi, un produit, c'est quoi? C'est être capable de le déployer dans l'entreprise au niveau international et être capable de le maintenir. C'est aussi simple que ça. Les Xbox a cru dans le projet, on va l'ouvrir dans quelques jours. Les Xbox va être le parrain de la première promo, donc c'est une startup qui va nous aider à aider les startups à devenir industriels, c'est-à-dire avoir des projets industriels. Ça, je trouve ça super sympa qu'on s'allie en comme ça. Monsieur Babinet, vous avez dit. Aujourd'hui, j'attends que le fondateur me renvoie le nom par SMS. Alors, c'est une société je trouvais vraiment intéressante, c'est basé sur des blockchains. En fait, c'est une société qui fait de l'épidémiologie, donc puisque vous parliez de médecine, j'ai trouvé ça intéressant. Le grand enjeu actuellement dans les data de santé, c'est ce que vous faites d'une certaine manière avec Watson, c'est d'être capable de faire des traitements de grands volumes de données qui viennent de patients et parfois des gens qui ne sont pas des patients, puisqu'on peut utiliser les réseaux sociaux potentiellement comme des sources de données. Mais il y a évidemment des enjeux éthiques et de régulation des données qui sont extrêmement importants. Et cette startup, elle fait la chose suivante, c'est que à chaque fois qu'on va utiliser nos données, vous allez être au courant de pourquoi est-ce qu'on les utilisera, parce que le smart contract qui sera posé sur ces données fera qu'on ne pourra pas les utiliser pour autre chose que ce pourquoi vous avez donné votre accord. Et vous pouvez à tout moment retirer votre accord, donc on n'utilise plus vos données si vous le souhaitez. C'est un enjeu qui paraît un peu secondaire, mais qui est tout à fait essentiel. Le fait d'être capable de mettre de la confiance dans la data permet qu'on l'utilise de façon extrêmement massive. Et c'est sans doute une des conditions qui permettront finalement l'épidémiologie à grand volume, notamment en Europe où les régulations sont extrêmement contraignantes à cet égard. Donc je trouvais cette approche très intéressante parce que je trouve qu'assez souvent on a une sorte de fascination, j'aurais tendance à dire un peu malsaine pour les technologies. La technologie c'est des outils et rien d'autre. Ça ne doit jamais être vu comme des fins. Et le blockchain en particulier est souvent un pouvoir quasi magique, thaumaturge sur notre monde. Il ne faut pas le voir autrement comme une technologie. Je trouve que cette approche est tout à fait intéressante parce qu'elle valorise vraiment cette technologie pour amener un service à très forte valeur ajoutée. Donc si il ne m'a pas répondu, non. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les deux fondateurs, c'est Mehdi Benchoufi et Jean-Christophe Després. Parfois, on a effectivement un rapport un petit peu, soit en admiration par rapport au niveau technologie, et en même temps, on remarque que, par exemple, l'expression numérisation de la société ou de l'économie, en tout cas en France, elle est connotée relativement péjorativement.
très très mal, ou de plus en plus mal. Vous qui travaillez plus ou moins dans le secteur public, dans les politiques publiques, j'entendais en arrivant que le premier plan informatique, ça datait de Laurent Fabius en 1985. Le dernier, c'était il y a 2 ans. Quelle image vous avez de l'accompagnement du service public et des politiques publiques de cette transition? Je pense qu'il y a une accélération aussi de la prise de conscience de l'importance d'accompagner ce mouvement au niveau des pouvoirs publics. Alors, je ne vais pas parler de l'État en général, mais vous avez quand même eu la loi numérique d'Axel Le Maire qui contient un certain nombre d'avancées importantes. J'en citerai une qui est assez simple, mais qui n'était pas possible en France, qui est de pouvoir faire des dons par SMS pour les œuvres caritatives. Et donc, dans ce texte de loi d'octobre, le don par SMS est devenu possible en France. Il est d'ailleurs utilisé, il a été utilisé ce week-end pour certaines campagnes. Parce que l'État a pris sur lui de pré-transposer une directive européenne, donc en avance, et envers contre tout, il a décidé de prendre ce texte. Donc de manière concrète pour les utilisateurs, les clients, les donateurs et les associations, c'est un grand progrès qui est aujourd'hui possible et utilisable de manière tout à fait concrète. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment dans ce texte-là. Il y a une prise de conscience aussi au niveau européen, puisqu'il y a des textes qui articulent en fait des éléments quasiment éthiques sur les sujets de finances digitales ou de digital en général, notamment le nouveau règlement et nouvelle directive sur les données, la protection des données personnelles, qui va rentrer en application en mai 2018. Donc ça, c'est quand même le fait de rénover un cadre qui était désuet et d'encadrer en fait la protection des données personnelles de manière plus importante et de mettre aussi les entreprises en face de leurs responsabilités quant à l'utilisation des données personnelles. Et on voit aujourd'hui sur ce sujet-là qu'une autorité comme la CNIL est assez vigilante, puisqu'elle a mis en demeure plusieurs plateformes sur l'utilisation des données personnelles. Alors nous, côté Banque de France, on essaye aussi d'accompagner ce mouvement en venant rénover nos pratiques de supervision et le cadre dans lequel on travaille. Et donc, on a mis en place un forum FinTech dans lequel on dialogue avec les FinTech et les acteurs traditionnels sur les sujets de réglementation de la digitalisation applicable à la finance pour faire avancer ce cadre. Et il y a un exemple, par exemple, c'est celui de l'identification à distance. Aujourd'hui, lorsque vous ouvrez un compte bancaire en France, le code monétaire et financier, finalement, vous oblige à un face-à-face avec le banquier. Ça ne colle pas du tout avec le monde de la finance digitale. Vous allez vouloir ouvrir un compte par le biais de votre mobile, avec un selfie dynamique, avec un entretien par webcam, etc. Donc on est en train de travailler de manière très concrète sur les textes réglementaires qui vont venir moderniser en fait cette identification à distance pour permettre l'arrivée des nouvelles technologies dans ce cadre. Donc c'est des pas à pas qu'on va construire finalement une réglementation plus adaptée au digital et donc plus ouverte à l'innovation. Pour les blockchains, on sait que la monnaie de manière générale repose sur la confiance, une confiance qui est incarnée par une institution, donc que ce soit les marchands pendant l'Antiquité, les banques aujourd'hui et l'État. Or aujourd'hui, les blockchains, elles reposent sur un système qui sont décentralisés, donc c'est assuré par la masse. Comment est-ce que vous pouvez réglementer ces blockchains, toutes les entreprises qui vont fonctionner avec la blockchain, sachant que donc, la transaction sera assurée par quelqu'un à Paris, à New York, au Paraguay, un peu de partout, puisque ce sont les ordinateurs du réseau, les utilisateurs mêmes qui vont assurer la transaction. Il y a deux choses sur la blockchain. La première chose, c'est la blockchain qui est dans le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a dit tout le mal qu'on en pensait, nous, à la Banque de France et à la CPR, pour des raisons évidentes de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. La blockchain dans le Bitcoin, c'est une blockchain, en effet, qui est anonyme, où les choses se décident par consensus, on ne sait pas où les pouvoirs, essentiellement en Chine d'ailleurs, et on a donc un instrument qui n'est pas une monnaie, très volatile, qui va permettre de faire des transactions. Ce qu'on est venu réguler sur le Bitcoin, c'est la passerelle entre le Bitcoin et le monde réel, donc les acteurs qui changent du Bitcoin contre de l'euro sont régulés au titre de la lutte anti-blanchiment, et c'est des règles qui se sont accentuées très récemment dans le cadre des mesures prises par la Commission européenne et la France par rapport au terrorisme. Ça, c'est la blockchain dans le Bitcoin. C'est vraiment la blockchain complètement décentralisée, en effet très difficilement contrôlable, etc. Après, tous les tests qu'on a vus, nous, dans le domaine financier, c'est pas du tout la même blockchain qui est utilisée. C'est une blockchain fermée, où les acteurs sont identifiés,
les établissements de crédit, les chambres de compensation, et ils vont utiliser la blockchain pour faciliter, rendre plus fluide certains processus, et donc il va y avoir quand même d'une certaine manière une sorte d'acteur central ou d'autorité centrale. Et nous aujourd'hui à la Banque de France on fait un test sur la blockchain pour pour gérer un registre, et c'est la banque en fait qui est responsable du code et qui assume une certaine responsabilité dans ce test sur la blockchain. Donc toutes les blockchains qui sont utilisées en test aujourd'hui dans le secteur financier, c'est des blockchains qui ne sont pas celles du Bitcoin. Elles sont fermées avec des acteurs identifiés et tout le monde n'a pas accès à toutes les données. Dans le Bitcoin, tout le monde doit avoir accès à tout moment. C'est absolument impossible dans le domaine financier où les banques n'ont pas forcément envie d'étaler auprès des acteurs concurrents l'ensemble de leurs transactions. Donc on est en train de... Tous les tests qui sont faits, c'est des tests qui tordent la blockchain initiale pour en faire une blockchain compatible au monde financier. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de sujets techniques qui ne sont pas résolus et sur lesquels un certain nombre de grands acteurs travaillent, puisqu'on tord un système initial pour en faire un système compatible au monde financier. D'accord. Et pour rebondir, ce que vous disiez notamment sur l'automatisation potentielle des envois stagiaires dans les cabinets d'avocats, une étude Paris en 2013 des messieurs Frey et Osborne, des chercheurs de l'université d'Oxford, qui était extrêmement médiatisé et fait valoir qu'en analysant plus de 700 métiers, environ 47% de ces métiers pourraient être automatisables dans les 20 ans à venir. Il y a eu quelques autres études, celle-ci est plus médiatisée, quel crédit vous y apportez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que finalement on sait qu'il y a des métiers peu qualifiés qui sont automatisés? Celui des cadres et des fonctions intellectuelles supérieures le sera aussi. Est-ce que les cadres sont plus à même de faire de la résistance au changement ou pas? Et quel crédit vous accordez à ce genre de prédiction? Je pense que c'est extrêmement important de voir effectivement l'ampleur des transformations qui sont devant nous. Donc, est-ce que des métiers vont être chamboulés par la technologie? La réponse est oui. Est-ce qu'à titre individuel, nous allons être chamboulés par les technologies? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont être automatisés? Oui, comme les 300 dernières années, voire comme les derniers millénaires. Il y a toujours cette notion de transformation de l'individu, de ce que nous faisons. On peut y voir les machines-outils en se disant elles vont remplacer nos jobs, et on était sur les cols bleus de l'époque qui détruisaient les machines-outils en disant c'est mon travail. Ce qui est intéressant d'ailleurs 200 ans plus tard, c'est de voir quels sont les pays qui ont le plus d'ouvriers, par exemple dans le secteur automobile. Ce sont les pays et les entreprises qui ont plus investi sur les robots, qui ont plus d'ouvriers, qui ont la meilleure compétitivité, et donc qui n'ont pas, entre guillemets, regardé tout ce qui était détruit comme job, et qui ont vu comment est-ce qu'ils pouvaient y apporter de la qualité, de la productivité, et finalement d'arriver avec un produit qui est différenciant de valeur ajoutée. Et donc l'Allemagne, les États-Unis, la Chine aujourd'hui est un des pays qui investit le plus en termes de robotique. Et donc ces technologies, moi j'y vois la même chose. Donc à titre individuel, la résistance au changement est extrêmement forte sur ces technologies-là. Parce qu'en plus, maintenant elles rentrent dans le métier du tertiaire à l'école blanc. Je dis je peux être remplacé. Et d'ailleurs je vois les journaux, il y en a certains, Watson a remplacé 30 personnes, etc. ou d'autres. La question c'est est-ce qu'on peut créer des nouvelles industries? Et donc ça veut dire qu'à titre personnel, on va changer de métier, on va changer de façon de faire. Je ne sais pas si ceux qui sont mathématiciens, le fait d'utiliser un tableur, ça a enlevé tous les gens qui faisaient des additions et des multiplications. Ça vous a permis de faire autre chose. C'est pour ça que, par exemple, sur l'intelligence artificielle, moi je préfère parler d'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle. Il y a un article qui disait je préfère l'intelligence artificielle que la stupidité naturelle. Mais quand elle est augmentée, on remet l'humain au centre de ce que nous faisons. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde bancaire, aujourd'hui, le grand débat, c'est... Vous êtes allé récemment dans une agence bancaire? Non. La plupart des gens dans la salle, vu votre génération, ne voulez pas. Pourtant, quand on vous fait le sondage, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir un interlocuteur unique, etc. Donc les banques qui sont massivement, qui ont des agences partout, se posent la question de dire, est-ce que je les ferme? Si vous n'y allez pas, et que vous avez d'autres canaux, est-ce que je les ferme? Ou est-ce que je repositionne la valeur de l'agence? Et donc la valeur de l'agence, on doit se reposer la valeur de ce que nous faisons. Si vous n'y allez pas, c'est que vous n'y trouvez pas la valeur. En fait, on a un contact physique, la plupart du temps sur leur téléphone, etc. Et donc aujourd'hui, par exemple, Euroinfo, Crédit Mutuel Euroinfo, a travaillé sur cette technologie, on a fait avec Watson, c'est public, en se disant, mais finalement, moi j'ai des agences, j'ai des conseillers bancaires, comment je vais faire en sorte que le conseiller bancaire puisse
faire les meilleures préconisations à mes clients, c'est le conseil, donc qu'ils puissent me proposer le meilleur produit, qui soit adapté à ma situation personnelle. Voilà. Donc ils ont essayé de remettre le conseiller et un conseiller augmenté. Donc ils l'ont fait comme ça. Il y a le traitement des emails. On passe un peu de temps sur la messagerie, peut-être que vous avez tweeté, mais la messagerie, c'est un véritable calvaire dans nos entreprises. On reçoit ça. Et donc pour les conseillers bancaires, c'est la même chose. Et donc Watson est en train d'analyser les mails. Et donc sur des choses très simples, genre j'ai perdu ma carte bleue à 2h du matin et il faut y faire opposition. Faire par numéro, si vous avez perdu votre portable, etc., vous ne pouvez pas appeler. Enfin, bon, bref, vous envoyez un mail quand même, vous trouvez un moyen d'envoyer un mail. Watson va comprendre qu'il y a une opposition, on va faire opposition, il va dire au conseiller bancaire, le client intel a fait opposition, vous pouvez l'appeler, il est aussi capable de pré-mâcher les réponses pour donner. Voilà, donc c'est ces notions-là. Pour moi, le véritable enjeu, c'est oui, est-ce que ça va les créer des emplois? Est-ce que ça va en créer? La réponse est oui. Surtout en France, on est super bien placé. On a des startups avec la French Tech, on a des mathématiciens. On a aussi des entreprises du CAC 40 qui sont super, des PME, PMI. Je pense qu'il faut se reposer la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies, en être un acteur et pas une victime. Mais ça va demander à chacun d'entre nous de nous remettre profondément en question. Si on n'a pas envie de se remettre en question, on aura un problème. Mais on est dans une entreprise, dans un monde global, et si on ne règle pas nous, d'autres le feront pour nous. Et donc, voir quel type d'emploi ça crée aussi. C'est pour ça qu'on va passer au deuxième petit jeu du mardi, deuxième et dernier. On va vous présenter quelques secteurs d'activité, quelques métiers, quelques industries. On va vous demander est-ce que vous imaginez qu'ils vont être automatisés dans les années à venir, et si vous devez, à quelle échéance selon vous? Le premier, vous présentez camionneur. Là, vous avez un exemple du dernier camion Mercedes sur lequel ils font un peu de publicité là-dessus, quasiment automatisé. Ils ont quand même mis un humain pour assurer les gens, mais il est quand même supposé automatisé. Qu'est-ce que vous pensez? C'est à répondre à toutes les questions que vous voulez. Clairement, la révolution dans les moyens de transport, notamment dans les véhicules, avec l'Internet des objets, enfin les véhicules connectés, voire les véhicules sans conducteurs, c'est déjà un sujet qui fait l'objet de travaux par les assureurs français, par exemple. Quel type de contrat d'assurance pour ces nouveaux modes de transport? Et donc, on voit bien qu'ils sont déjà en train d'anticiper que l'ensemble du marché de l'assurance automobile risque d'évoluer de manière significative à 5 ou 10 ans sur ces sujets-là. À la fois pour la voiture connectée, mais aussi éventuellement pour la voiture sans conducteur. La première étape ayant été l'assurance à l'usage, parce que maintenant on partage son véhicule, donc on veut s'assurer non pas sur l'ensemble de la propriété du véhicule, mais sur le fait de l'avoir utilisé à un certain moment. Et cette assurance à l'usage existe déjà. Donc voilà, c'est une réponse vue du point de vue toujours du prisme assurance ou banquier. La deuxième activité, on a déjà un petit peu commencé à en parler, c'est la profession judiciaire. Qu'est-ce que... Je ne crois pas qu'ils vont disparaître. Parce que par définition, Ross, par définition, c'est à la fin, qu'on soit sur de l'entreprise ou sur la loi enfin, plus privée, au bout d'un moment, c'est des hommes et des femmes qui jugent en fonction d'une loi. L'intelligence artificielle peut juste les aider à prendre une décision, peut-être l'éclairer, mais ça doit rester humain. Ça doit rester humain. Oui, en termes de jurisprudence, c'est important aussi, mais ça doit rester humain. Ça doit rester humain. Je pense que les avocats sont pas... Par contre, l'avocat junior qui fait que ça en recherche documentaire, et ils vont pouvoir faire leur vrai métier. Est-ce que c'est pas le risque d'en avoir à peu près 5 fois moins et de garder les grands partenaires pour assurer son contact humain qui rassure le client, alors que toute la base de la termine, elle, s'éclate ou disparaît? Mais si vous voulez, je pense que vous avez passé des slides, on peut jouer à se faire peur. C'est l'histoire, et vous l'avez très bien dit, l'histoire de l'humanité moderne, c'est des gains de productivité. Si on n'avait pas les gains de productivité, on serait en train de creuser pour chercher des racines pour pouvoir bouffer nos 50 centimes de valeur au PIB par jour, tel que c'était il y a seulement 250 ans. Donc on a multiplié la productivité par des centaines de fois pour avoir la lumière, le chauffage, le micro, etc. Donc tout ça, c'est une façon de le voir, de se dire oh là c'est terrible parce que ces gains de productivité, parce que c'est pas d'autre chose dont on parle, vont nous piquer notre job. Et c'est là où je crois qu'on a un petit désaccord. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque vous évoquiez la régulation, ce dont vous parlez, moi je pense que c'est de la technocratie.
C'est-à-dire que ça n'aborde pas les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est comment est-ce qu'on fait une société solidaire avec toutes ces technologies? Comment est-ce qu'on fait qu'on redistribue de la valeur quand on a de la productivité? Et je crois que ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que l'on voit bien qu'il y a une redistribution assez marginale de la valeur. Les grandes fortunes qui se font au travers des startups, de toutes ces choses-là, et qu'on n'arrive pas à voir quel monde harmonieux on pourrait avoir à l'issue de... vous ne l'avez pas dit, mais il y a une étude de McKinsey qui parle de 4,5 millions d'emplois détruits aux États-Unis uniquement en monde des transports. Voilà, et évidemment, si on voit les choses de cette façon-là, on se fait peur. Et je crois que ce qui, d'ailleurs, pas qu'en France, mais dans le monde entier, nous interpelle, et c'est pas la première fois que ça arrive, je crois que dans le Gilded Age, c'est-à-dire au début de la deuxième révolution industrielle, on s'est retrouvé face à des enjeux assez similaires. Ce qui sans doute nous effraie, c'est que le monde politique qui normalement devrait emmener ce mouvement, devrait nous projeter dans le futur, devrait créer des formes de balises pour nous permettre de trouver un état de régulation qui fasse de la redistribution convienne à tout le monde, est totalement absent. Il est absent aux États-Unis par culture finalement de main invisible, et puis en Europe il est absent par incompétence, parce que je ne peux pas le dire autrement, par incapacité à dessiner le monde qui vient. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et je voulais, parce que je vois qu'ici vous êtes quand même assez jeune, et je crois que c'est très important, et je l'ai vu à maintes reprises, que vous mobilisiez. Alors, c'est pas forcément un personnage que j'admire, mais Pancho Villa, il disait 100 personnes décidées font une révolution. Voilà, donc ici vous êtes assez pour faire une révolution. Si vous poussez une idée ensemble, là, à autant que vous êtes, eh bien, ça deviendra la réalité. Et je l'ai vu parce qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans un cas de figure, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on essaye de faire avancer tel sujet. Et quand on a commencé à faire du buzz autour de ça, c'est devenu là un texte de loi, là une entreprise, etc. Donc, et la raison pour laquelle moi je suis ici ce soir, alors que j'ai une galette des rois chez moi, eh bien, c'est parce que je pense que c'est vraiment important de répéter sans cesse cette notion-là. Je n'ai pas du tout la volonté de verser dans une forme de populisme facile, et justement parce que je souhaite lutter contre le populisme, je crois qu'il faut réaffirmer la nécessité de recréer une vision politique à l'égard de ces sujets. Ce n'est pas eux qui peuvent le faire, c'est uniquement vous et personne d'autre. Prochain rebondir, on peut passer à la dernière slide en revanche. Et c'est justement la question que je voulais vous poser tout à l'heure, vous qui maintenant êtes le plus proche des milieux politiques. Ça, c'est une interview qui est vraiment qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment la primaire de la droite, où M. Fillon taclait. Ça, c'est encore une façon, excusez-moi, mais de masquer les vrais enjeux. On s'en fout. Je m'en fous complètement qu'ils sachent se servir d'un ordinateur ou pas. Ça serait éventuellement un enjeu à la fin du XXe siècle, pas aujourd'hui. Voilà, c'est scandaleux d'en être dans cette situation-là. Et c'est vraiment politique parce qu'il n'y avait pas d'échuté, mais vous qui êtes en fait c'est une question plus proche des milieux politiques aujourd'hui, soit à l'échelle européenne, soit j'imagine aussi côté français, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une sorte de, au moins parmi les plus jeunes, d'appétence en la matière ou d'intérêt pour ces sujets-là? On sait, c'est la critique qui est faite à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a à peu près 3-4 députés en trois pointes qui vivaient uniquement. Et ces 3 ou 4 députés qui sont, pour certains des amis, sont tout aussi nombreux qu'ils l'étaient il y a 4 ou 5 ans. Voilà, ce qui montre finalement cette capacité de reproduction de ce système et finalement son désintérêt pour le monde qui vient. Et je crois que rien, finalement, ne peut être plus accusateur des caractéristiques de cet univers que le fait que rien n'a changé en 5 ans, au moins à l'Assemblée nationale. Alors, pour répondre à votre autre question, oui, il y a un certain nombre d'acteurs, je pense évidemment à Emmanuel Macron, mais pas que. Je pense que François Fillon a souvent dit qu'il s'intéressait à ces sujets-là, et c'est pas comme ça qu'il me convaincra, voilà. Mais je crois que c'est la nature même du pouvoir qui doit changer. C'est-à-dire que les verticales, et notamment la caractéristique extrêmement néo-monarchiste du pouvoir français, s'opposent à un monde. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de vous répondre sur cette notion de plateforme. Je vous ai parlé de cet écrasement hiérarchique. Et je crois que ce qui est très frappant quand on est à la tête d'une grande entreprise, à mon cas c'est le vôtre, c'est finalement de voir que l'efficacité de la multitude, le fait d'être capable d'avoir
des univers polyculturels qui vont traiter un problème est souvent beaucoup plus efficace que d'avoir des experts, aussi bons soient-ils. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc il faut faire la même chose à l'égard du politique. Vous avez évoqué Action Le Maire. Je pense qu'une des choses qui m'a plus impressionné dans ce qu'elle a fait, c'est le fait de crowdsourcer cette loi que vous venez d'évoquer. Et elle le dit elle-même, elle dit le texte final n'est pas du tout le texte initial, et merci finalement à la multitude d'avoir été capable d'émettre autant d'intelligence à l'égard de ces politiques qui par nécessité, par définition, très complexes. Je voudrais réagir sur un point, enfin, parler un peu de l'impact de cette vague d'innovation, la capacité éventuelle à prendre en compte comme un facteur finalement qui peut être plus inclusif. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti aussi votre point. Nous, à la Banque de France, on regarde d'assez près toutes les problématiques d'inclusion bancaire. Je fais un petit écart. Et on peut considérer d'une certaine manière que cette vague de digitalisation peut aller dans le sens de l'inclusion bancaire, puisque, par exemple, vous avez des produits comme le compte simplifié de paiement, qui permet à tout un chacun d'avoir finalement un droit au compte dans lequel il n'y aura aucun découvert. Et donc ça va vraiment être un facteur d'inclusion bancaire, et c'est aussi pour ça qu'on soutient cette évolution. Un autre sujet que je voulais mentionner, et qui permet d'avoir peut-être un peu de hauteur, moins technocratique, c'est l'éducation financière du public. C'est une mission de la Banque de France aujourd'hui. Dans un monde digital, vous donnez vos données, vous accédez, vous cochez des conditions générales sans avoir conscience de ce qu'on va faire de vos données, des droits que vous avez. C'est hyper important d'aller sur ces missions d'information financière des publics. La connaissance économique des Français est extrêmement faible. Il y a eu des études de l'OCDE qui l'ont montré. Et c'est catastrophique dans un monde digital. Il faut absolument accentuer cette connaissance. Donc la Banque de France lui confier une mission en matière d'information financière du public. Et ça va de pair avec ce mouvement de digitalisation. Parce que la personne, elle est plus autonome face à son mobile, face aux produits financiers. Mais en même temps, si elle est incompétente, ça va juste aller à la catastrophe. Et on voit aujourd'hui, nous, on travaille sur l'exercice illégal en fait, des conditions de banquier à la CPR. On voit quand même aujourd'hui des gens qui souscrivent des produits financiers avec des rémunérations faramineuses, voire qui ouvrent des comptes dans des fausses banques, parce que sur Internet, vous pouvez très facilement créer l'image d'une fausse banque en ligne, et les gens ne se posent aucune question, quoi. Donc il y a vraiment, je pense aussi, dans nos pensées à nous, au niveau donc de la Banque de France et de la CPR, je ne parle pas des pouvoirs publics ou du gouvernement, cette importance d'inclusion bancaire d'une part, mais aussi d'information financière des publics. Et je pense que ça va au-delà des sujets technocratiques qu'on évoquait peut-être avant. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mais voilà. On va passer à la dernière question avant les questions du public. Elle est pour vous, Monsieur Sekaki. On a un petit peu parlé de Watson. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un milieu dans lequel on a deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a les déçus qui espéraient un monde assez proche de la science-fiction. Or, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. De l'autre, on a des personnalités comme Stephen Hawking qui craignent que l'intelligence artificielle ne mette fin à l'humanité. Donc, moi, j'ai la très mauvaise habitude de dire merci à Siri après l'avoir utilisée, dans le secret espoir que si l'intelligence artificielle prend le pas un jour sur l'humanité, ils s'en souviennent. Alors, ma question est très simple. Est-ce que vous aussi, vous dites merci à Watson? Il vous répond, Siri, il vous dit, mais il n'y a pas de quoi. Ah oui. Ouais, c'est un véritable sujet. D'ailleurs, c'est un mythe, et je suis d'accord, il ne faut pas caricaturer. On a tendance, au-delà des politiques, à caricaturer. Moi, si je devais faire une analogie, d'abord, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles, elles vont être spécialisées dans certains domaines. La reconnaissance vocale, on est un, la conversationnelle, on est un, la reconnaissance d'image, on est autre, etc. Je ne pense pas qu'on va avoir une intelligence collective. Au passage, quand vous regardez ce que c'est que l'intelligence, notre intelligence, c'est cette intelligence, dont par exemple l'intelligence collaborative, l'intelligence émotionnelle. On a encore du mal, même si l'ordinateur Watson est capable de comprendre des émotions, il n'est pas capable de raisonner via les émotions. Moi, je caricaturerais l'intelligence artificielle sur Star Wars versus Matrix. Donc les déçus, c'est Matrix, c'est l'intelligence artificielle qui prend le pas sur le monde. Star Wars, je suis plus fan de Star Wars, voilà, et on peut choisir le côté obscur de la force, le bon côté de la force. Nous, on a décidé chez IBM d'essayer de trouver le bon côté, parce qu'on l'a défini comme ça. On pense que l'humain est important, et que l'humain doit être aidé par la technologie et jamais penser à remplacer les humains par la technologie. C'est un moyen, c'est pas autre chose. Après, on peut être
tous émerveillés et effrayés de la capacité, de la portée de ce que l'on fait. Je crois qu'on va toucher dans les années qui viennent l'éthique. Quand on parle de sécurité, il y a des sécurités à tous les niveaux. Il y a sécurité, mais aussi la vie privée, la protection de la vie privée. Aujourd'hui, on est tous apprentis sorciers avec nos smartphones. On donne tous nos données à des entreprises qu'on ne connaît même pas et on ne sait pas ce qu'ils en font et comment ils le font. Pour moi, c'est un peu voilà, il y a la protection de la vie privée qui est un véritable enjeu, je pense, pour nous tous. Et après, il y a la sécurité des données, la valorisation des données. Mais il y a aussi l'éthique. On a constitué un groupe sur l'éthique, par exemple, de l'usage de l'informatique, de l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut aller sur des débats éthiques sur lesquels il faut peut-être décider que la technologie n'ira pas là-dessus. Et voilà, c'est un enjeu futur, je pense, l'éthique est un véritable sujet pour nous. Merci beaucoup. Et maintenant, s'il y a quelques questions dans le public avant de passer au buffet, Bonsoir. Une question qui s'adresse aux trois invités à propos de la blockchain, peut-être de gauche à droite. À Nicolas Sekaki, je voulais juste savoir chez IBM quelle était la place de la blockchain aujourd'hui et où est-ce que vous, personnellement, voyez la place de la blockchain chez IBM dans quelques années. À Nathalie Bonnet-Moulin, vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, en étant un petit peu sceptique, ou en tout cas en parlant de blockchain fermée dans le monde de la finance. Donc, la question que je voulais vous poser à vous sur blockchain, c'est plutôt, je disais récemment que une banque qui adopterait la blockchain de manière complètement transparente serait sûrement mieux cotée en bourse qu'une banque qui chercherait à conserver ses données confidentielles comme elles le font aujourd'hui, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et l'article même plus loin dit est-ce qu'on aura besoin de cabinets d'audit, de Deloitte ou de Mazars dans quelques années? Et le troisième interlocuteur, Gilles Babinet, toujours pareil, à propos de la blockchain. Quelle est la place de la blockchain à la Commission européenne aujourd'hui? Et où est-ce que vous, personnellement, voyez la blockchain dans quelques années? Votre livre parle de transformation digitale par l'avènement des plateformes, la blockchain étant une désintermédiation, donc une suppression des plateformes. Je serais intéressé par votre avis. Tout en centre de synthèse en plus. Donc la blockchain, c'est quoi chez IBM? D'abord, c'est une technologie qui est prometteuse, puisqu'elle permet en fait de partager l'information tout en la sécurisant et en vérifiant qu'il y a accès. Donc c'est important. Les cas d'usage sont importants. Donc par exemple l'année dernière, j'ai créé une équipe qui était un peu l'incubateur d'idées en disant bon, cette technologie, est-ce qu'elle a un cas d'usage? On a travaillé avec quelques banques, avec la Banque de France, il y a la Bichain qui s'est faite. Par exemple, un certain nombre de banques, la Caisse des dépôts, la Banque de France aussi, la Bichain. Enfin, on a travaillé ensemble de toute façon. Donc voilà, il y a des consortiums entre des IBM et puis d'autres acteurs, et puis des clients, c'est une technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on travaille avec Arkea sur ces sujets, qui cherchaient des cas d'usage. Parce qu'en fait, une technologie c'est bien, mais est-ce qu'il y a des cas d'usage? Est-ce qu'ils amènent de la valeur? Genre, valeur qu'on trouve très simple, le nombre de fois qu'on vous demande une pièce justificative, votre carte d'identité, votre RIB, votre domiciliation, etc. Et des fois, une entreprise a plusieurs enseignes et vous êtes obligé de donner les mêmes papiers aux mêmes personnes et au passage, quand vous mettez à jour d'un côté, il n'est pas mis à jour de l'autre côté. Bon, après, ça pose des questions, effectivement, de régulation. C'est par définition, quand vous donnez des informations, elles sont confidentielles, comment vous faites en sorte qu'elles soient accessibles par les bonnes personnes. Donc on a un peu, et on continue, on a investi sur cet algorithme. On pense qu'il y en a suffisamment aujourd'hui pour avoir créé une ligne de service. Donc cette année, j'ai créé une ligne de service autour de la blockchain et on aide des entreprises à utiliser ces technologies, à les sécuriser. On travaille aussi ensemble sur certains sujets. Sur la blockchain, je pense qu'il y a deux choses pour l'instant. Enfin, il ne faut pas trop rêver. Il y a deux choses. La première chose, c'est l'usage de la blockchain pour la tenue de registre. Ça paraît fonctionner, ça paraît être utile, notamment pour les cas où on a une tenue manuelle très coûteuse en temps, en paperasse, etc. de registre. C'est ce qu'on fait à la Banque de France. La blockchain dans les transactions financières, c'est-à-dire réaliser des transactions financières, on n'en est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de prérequis qui ne sont pas techniquement surmontés. Déjà, la scalabilité de la blockchain qui est assez faible, donc elle peut traiter
très peu de transactions à la fois. Il y a les problèmes de permission d'accès, il y a les problèmes d'anonymat, d'identification, les problèmes de gouvernance, les problèmes de la valeur des smart contracts qui sont inclus dans la blockchain. Quelle est la valeur juridique de ces contrats autoréalisateurs qui vont pouvoir gérer une transaction financière. Donc tout ce corpus-là aujourd'hui n'est pas résolu. Donc, en France, il y a 2 cas d'usage de la blockchain qui sont autorisés par des textes généraux, mais pas encore par les textes d'application. C'est la blockchain pour les mini-bons, qui sont intermédiés par les plateformes de crowd equity, et la blockchain pour les titres non cotés. Donc ça, il y a eu une ordonnance sur les mini-bons, et la loi Sapin 2 qui va autoriser finalement l'usage de la blockchain pour tenir ces registres et effectuer des transactions, mais les textes d'application ne sont pas encore écrits. Parce que c'est hyper compliqué à écrire sur une technologie qui n'est pas encore mature. Donc on n'en est pas encore à la banque qui se gérerait entièrement sur blockchain. Puisque la banque, c'est une banque, elle fait des transactions financières et que pour l'instant, on n'utilise pas la blockchain sur les transactions financières. Donc voilà, remettons les choses dans leur état, où est-ce qu'elles sont. Pour les registres, ça fonctionne. Pour les transactions financières, on n'en est pas encore là. Donc voilà. Alors, à l'égard de la Commission européenne, il y a un groupe de travail sur la blockchain qui a été formé il y a maintenant 8 mois, qui est assez actif, assez intéressant. Et Jean-Claude Juncker a récemment, dans son dernier discours, en tout cas dans un discours qu'il a fait il y a moins de 2 mois, a parlé assez longuement de la blockchain. Donc voilà pour ce qui concerne la Commission. Je crois que si je devais étendre un peu mon propos et revenir sur ce que je disais en matière politique, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est le fait que, d'une certaine manière, c'est une technologie qui est symptomatique du temps dans lequel nous rentrons. C'est un monde plat. Un monde plat et un monde où finalement les niveaux de décentralisation sont tels qu'il n'y a plus de centre. C'est pour ça que je m'intéresse assez peu finalement aux blockchains fermées que vous évoquez, parce que là c'est des technologies un peu incrémentales. C'est une nouvelle façon d'assurer de la sécurité, mais ça ne met pas du tout en valeur cette caractéristique de décentralisation absolue qui est le propre, qui a fasciné tout le monde lorsqu'on a vu à l'égard de l'émission monétaire dans le cadre du Bitcoin. Alors certes, il y a 3 limitations, vous avez évoqué la gouvernance, le temps réel, et puis, vous ne l'avez pas évoqué, mais certainement vous l'avez à l'esprit, la consommation énergétique. Je pense qu'on a des travaux qui semblent commencer à émerger. On est un peu comme ARPANET. ARPANET, c'est le prédécesseur de TCP/IP. Donc on est en 73, 72. TCP/IP va arriver en 1976. Et à partir de là, ce sera un déferlement, celui que vous connaissez, celui d'Internet. Je crois qu'il ne faut pas donc se précipiter à l'égard de ces technologies. Pour autant, elles vont changer le monde. C'est-à-dire que, et je crois que, encore une fois, la lecture politique, c'est finalement comment est-ce qu'on crée de la régulation, comment est-ce qu'on crée finalement des systèmes qui fonctionnent avec des niveaux de régulation qui sont laissés aux citoyens, complètement. Et cette question, c'est une question qui ne fait l'objet que peu de travaux, qui ne fait pas l'objet de réflexion politique, et la quasi-totalité de ces travaux se trouve aux États-Unis, notamment à Stanford et au MIT, ce que je trouve quand même bien dommage. Je ne parle pas de travaux uniquement technologiques, je parle de travaux de sociologues, de philosophes qui réfléchissent à ces sujets. Une dernière question? Oui, bonsoir. Question plutôt pour M. Babinet. Parmi les autres digital champions des autres pays qui interviennent à vos côtés à la communauté européenne, est-ce qu'il y a des chemins particulièrement porteurs, notamment par rapport à l'appel à mobilisation que vous faisiez tout à l'heure auprès du public? Et des exemples, des cas d'usage? Alors, est-ce qu'on a des thèmes sur lesquels on est particulièrement intéressé? C'est ça votre question? Alors, on a une mission, la mission première, c'est l'inclusion. C'est de faire en sorte que personne ne soit laissé à l'écart. C'est pour ça qu'a été créé le programme des Digital Champions. Après, on est plus ou moins actifs. Il y a un certain nombre d'entre nous qui sont très actifs, d'autres qui le sont moins. Et on est un certain nombre d'entre nous à être mobilisés sur les enjeux de capital humain.
Voilà, c'est un enjeu premier pour la Commission européenne. Vous savez que les États-Unis disent qu'en 2020 c'est demain, on est en 2017, donc c'est 2 ans et demi, on va manquer à l'échelle des États-Unis de à peu près 1 100 000 personnes aux compétences essentielles dans le domaine digital. Et là, la Commission vient de le redire. Le chiffre à l'égard de l'Europe, c'est à peu près la chose, c'est sans doute un peu supérieur même. Et si vous voulez, moi je parlais avec les gens d'Eurostat l'autre jour, et ils disaient en gros, d'ici 2025, si on avait ce million de personnes qui étaient formées convenablement, on rajoute 2025, c'est 8 ans de maintenant, on rajoute 10 points de PIB à la Commission, enfin à l'Europe. 10 points de PIB, c'est on résout tous les problèmes économiques de toute l'Europe d'une façon quasi certaine. Donc c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas capable de disposer de ce capital. Et je crois que c'est aussi quelque chose sur lequel les politiques publiques peuvent avoir un profond impact. Nous, on est chargé, en tant que Digital Champion, d'aller travailler auprès des gouvernements qui sont en charge des sujets éducatifs et de les convaincre de l'importance du fait qu'il y a à harmoniser les cursus de compétences au niveau européen, à faire en sorte qu'assez tôt, on ait une certaine formation à ce que c'est que le digital. Quand je dis assez tôt, je parle de l'école primaire, etc. C'est vraiment difficile. C'est difficile parce que vous allez avoir des gens qui vont dire mais on n'est pas tous faits pour devenir des codeurs. Bien sûr qu'on n'est pas tous faits pour devenir des codeurs. Mais le code, c'est quand même une grammaire moderne. Comprendre ce qui se passe quand vous poussez sur une tablette, derrière, eh bien, c'est important. C'est comme comprendre une certaine forme d'étymologie à l'égard du langage, d'un langage qui est finalement le langage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pourrez poser toutes vos questions auprès de 3 intervenants qu'on remercie lors du buffet juste à côté. On espère vous revoir tous aussi nombreux à notre prochain débat à l'ESSEC et merci à vous.